Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, distingués participants et invités, Mesdames et Messieurs, il y a un an, vous avez bien voulu confier à la République démocratique du Congo, à travers ma personne, la présidence de l'Union africaine. Aujourd'hui, c'est avec un sentiment de gratitude que je me présente devant notre haute instance et, à travers elle, devant l'ensemble des populations africaines pour rendre compte de l'accomplissement de la mission qui m'avait été confiée. Au seuil de cette mandature, il m'a fallu, comme pour mon prédécesseur, le président Cyril Ramaphosa, accorder d'abord une priorité absolue à la lutte contre la pandémie de Covid-19 et à sa cohorte de variants. Des avancées remarquables ont été réalisées. C'est le lieu ici de saluer tous les efforts fournis et poursuivis par le président Cyril Ramaphosa, champion de l'Union africaine, pour le rôle important qu'il a joué dans le processus d'acquisition des vaccins, plus particulièrement dans la promotion de leur production sur le continent. C'est aussi le moment d'honorer le combat du CDC Afrique, sous le leadership de son directeur général, le docteur John Nkengasong, ainsi que celui de tout le corps soignant du continent. Il demeure à présent urgent de procéder à l'autonomisation fonctionnelle de Africa CDC et à la mise en place effective de l'Agence africaine des médicaments. Pour illustrer cette autonomisation, il y a lieu de rappeler qu'en République démocratique du Congo, la lutte contre la pandémie a été marquée par la mise au point d'un produit dénommé Doubase C par un groupe de scientifiques congolais de renom. C'est une molécule à base de plantes médicinales congolaises homologuée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS en sigle. L'Afrique devrait encourager tous ces scientifiques à mutualiser leurs efforts dans la poursuite de la lutte contre ce fléau. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette année a été une grande année de la culture. La charte de la Renaissance culturelle africaine, adoptée en 2006 à Khartoum, a obtenu l'ensemble des ratifications attendues des États membres. Son entrée en vigueur depuis le 25 mai 2021 permet l'affirmation de l'identité culturelle commune des peuples d'Afrique. Pour aller plus loin, il serait sans doute opportun que notre organisation décrète une décennie consacrée à la valorisation de la culture africaine pour donner une impulsion décisive à la renaissance africaine. Cette année, grande année culturelle, a été aussi marquée par des initiatives fortes telles que la traduction de l'hymne de l'Union africaine en lingala, la production d'une chanson panafricaine ou encore la création du Festival panafricain de Kinshasa et l'organisation d'un colloque sur la reconstitution des biens culturels. Je voudrais en particulier souligner l'innovation de la célébration de la Journée culturelle africaine et afro-descendante et de la création du Grand Prix panafricain de littérature. La Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, instituée par l'UNESCO en 2019, a été célébrée officiellement et pour la première fois par l'Union africaine le 24 janvier dernier par des manifestations que j'ai présidées à Kinshasa en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine.
À l'occasion, il a également été créé dans mon pays une maison de la culture africaine et afrodescendante. La création d'un grand prix panafricain de littérature consacré aux œuvres littéraires suivant notre vision propre, résolument panafricaine, constitue un événement majeur. Porté par un jury prestigieux de 10 personnalités africaines du monde des lettres, il vient d'être décerné pour la première fois à une écrivaine camerounaise, Oswald Léoat, pour son roman Les Aquatiques. Je voudrais ici remercier ce grand jury pour son dévouement et son professionnalisme et présenter par ailleurs mes vives félicitations à la lauréate. Vous m'autoriserez, Excellence, à remettre solennellement son prix à l'intéressé à la fin de mon propos, en signe de notre hommage commun à la créativité africaine. Et comme pour couronner le tout, on ne peut passer sous silence la récente inscription de la rumba congolaise sur la liste des éléments du patrimoine immatériel mondial, de même que celle du thiéboudienne, irrésistible plat sénégalais aux riches couleurs, senteurs et saveurs. Excellences, Mesdames et Messieurs, faire taire les armes sur le continent demeure un impératif vital. Mais il nous faut réellement passer de la parole à l'acte. Il est grand temps de consolider l'architecture africaine de la paix et de la sécurité et d'assurer l'opérationnalisation générale et totale de la force africaine en attente. Il est impérieux d'arriver à mettre en place un véritable état-major intégré, comme le préconisait déjà Kwame Nkrumah, l'un des illustres pères fondateurs de notre organisation panafricaine. Dès le début de mon mandat, j'ai eu à relancer la dynamique des négociations tripartites entre la République arabe d'Égypte, la République démocratique fédérale d'Éthiopie et la République du Soudan pour rechercher une solution constructive et durable autour du différend du grand barrage éthiopien de la Renaissance dans la perspective d'un processus gagnant-gagnant respectueux des intérêts respectifs et mutuels de ces pays frères. Par ailleurs, dans des situations de guerre et de conflits aigus qui ne cessent de menacer la paix sur le continent, les femmes et les enfants figurent parmi les grandes victimes, notamment du fait des viols et des violences sexuelles basées sur le genre catalogue. Face à ce fléau, des concertations de femmes provenant de toutes les régions du continent ont été organisées à Kinshasa, de même que des formations de femmes médiatrices de la paix. Il s'est tenu également à Kinshasa en novembre 2021 une conférence des hommes sur la masculinité positive en présence de 8 chefs d'État et de gouvernement et de plusieurs autres participants, y compris le président de la commission en présentiel et en virtuel. Cette conférence marque un véritable tournant avec l'adoption de la déclaration de Kinshasa et l'appel à l'action des chefs d'État de l'Union africaine sur la masculinité positive dans le leadership pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Des conférences se sont également tenues à Kinshasa avec des témoignages poignants de femmes victimes de viols et de violences sexuelles. Elles en appellent à la création des fonds au bénéfice des victimes. La nécessité de la masculinité positive a conduit également à l'organisation à Kinshasa
d'une grande conférence sur l'égalité des sexes. Aussi, cette mandature aura-t-elle tenu à encourager tous les pays africains au lancement officiel et effectif de la campagne Tolérance zéro immédiate contre les crimes de violence sexuelle et violences basées sur le genre. Excellences, Mesdames et Messieurs, face à la multiplication des actes d'accession au pouvoir par des voies non constitutionnelles, il convient de rappeler avec insistance que l'acte constitutif de l'Union africaine, en son article 4, condamne et rejette les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Cependant, après plusieurs décennies d'une mise en œuvre devenue tourmentée, il devient impératif de réfléchir et d'évaluer les principes, règles et mécanismes de notre déclaration adoptée à Lomé en 2000 sur les changements anticonstitutionnels des pouvoirs. Il nous faut en particulier songer à une meilleure harmonisation des approches de nos communautés économiques régionales et leur synergie avec le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que la Commission. De même, il convient de renforcer et d'intérioriser les instruments continentaux et régionaux de la bonne gouvernance, tels que la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Ils sont autant de moyens de prévention de violences de toutes sortes. Dans ce contexte de la bonne gouvernance, la République démocratique du Congo a non seulement adhéré, mais aussi encouragé les pays membres qui ne l'ont pas encore fait à rejoindre le cercle vertueux du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP. Il nous faut également poursuivre les réformes institutionnelles et financières. Il convient notamment de procéder au renforcement du rôle du Parlement africain, assurer l'effectivité de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, ainsi que l'élargissement du droit d'initiative décisionnelle de la Commission. La question de la maltraitance des personnes vivantes avec l'albinisme et du respect de leurs droits les plus fondamentaux interpelle la conscience et l'humanité agissante de chacun de nos États, d'une part, et des instances compétentes de l'Union africaine, d'autre part. C'est dans ce cadre que Kinshasa a accueilli en octobre 2021 le premier colloque panafricain de sensibilisation sur l'albinisme. Excellences, Mesdames et Messieurs, investir dans le développement durable et équitable dans le contexte post-Covid revient à parier sur la capacité de l'Afrique à fabriquer des produits innovants en sciences, en technologie, en économie numérique, en économie verte, etc. Ils sont prêts, nos jeunes, à se positionner comme acteurs incontournables dans tous les secteurs de la mondialisation et de la globalisation, notamment par l'accès au crédit jeune et par la multiplication des parcs industriels dédiés aux start-up. Il est donc indispensable d'accorder un appui conséquent au Fonds africain de la jeunesse et au développement de l'Académie des jeunes agents du changement. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'impulsion de l'agenda 2063 s'est également accélérée au cours de l'année 2021 par le démarrage effectif de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, au mois de janvier de 2021. Dans ce cadre, nous nous sommes rendus à Accra, au Ghana, en juillet 2021 pour l'inauguration du siège du secrétariat permanent de notre zone de libre-échange et avions échangé sur la coordination des stratégies d'accélération
de sa mise en œuvre. C'est dans la même optique que se situe l'objectif primordial d'accélération de la construction du grand barrage d'Inga comme vecteur d'intégration régionale, d'industrialisation et de renaissance africaine. En ce qui concerne les défis existentiels du changement climatique qui menacent l'avenir de l'humanité et même de l'espèce humaine, l'Afrique, qui possède le deuxième poumon du monde par le bassin du Congo, est prête à offrir des solutions de survie collective à l'humanité, mais à la condition que le monde accepte d'en payer aussi le prix. Tel est, entre autres, le message que j'ai eu à porter. Je me suis efforcé, en effet, à développer dans ma fonction de représentant et porte-parole de notre organisation, avec l'appui de l'ensemble du bureau de la conférence et du président de la commission, une diplomatie de présence active, de l'accomplissement de la visibilité et de la promotion des intérêts légitimes de l'Afrique au sein de plusieurs enceintes internationales et dans les rencontres avec nos partenaires stratégiques.